Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, vous savez pourquoi on augmente le gaz ? Eh bien parce qu'on baisse la consommation. Comme la consommation a baissé, on va l'augmenter. Alors vous dites, mais c'est n'importe quoi. Eh bien, on va en parler. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Nous garottant que c'est entre le jazz et la java, tout va bien. Mais quand on nous dit que le 1er juillet, hausse des tarifs de gaz, au 1er juillet prochain, le facture de gaz, et oui, vous avez vu pour l'électricité, déjà, ce ne serait pas moins, c'est 10%, non, c'est 9,94%. Au 1er juillet prochain, la facture de gaz va augmenter de 5,5 à 10,4% pour les Français. On ne sait pas, on verra. C'est pas la tête du client, mais enfin voilà, on verra. Ça a été annoncé vendredi dernier, la commission de régulation d'énergie et le gestionnaire du réseau GRDF. Voilà. Augmentation, mais pourquoi ? Alors que le prix repère du gaz pour janvier 2024 a baissé de 4% après des mois de hausse successive. Et on dit, ah oui, mais c'est essentiellement lié au fait que la consommation baisse. Alors Emmanuelle Wargon, qui est présidente de la commission de régulation de l'énergie, qui a été ministre, comme vous le rappelez, eh bien, elle est interrogée par une journaliste de RMC. Écoutez. Sauf que là où effectivement je ne comprends pas, c'est que l'explication donnée, c'est que comme il y a moins de monde qui est au gaz et que les gens qui sont au gaz ont fait un effort pour en consommer moins, en quelque sorte ils sont punis parce que comme ils sont moins nombreux, il faut leur faire payer un peu plus cher pour qu'on continue à maintenir les réseaux. Alors ça c'est un raccourci. Est-ce que c'est faux ? Est-ce que ce que je viens de dire est faux ? Raconter comme ça, c'est faux. Ça marche pas comme ça. Alors dites-nous. Je vais essayer de vous expliquer. Les dépenses pour entretenir les tuyaux, elles sont en légère augmentation. Elles augmentent parce que un peu d'inflation, parce que forcément les salaires augmentent pour suivre l'inflation, et puis parce qu'il faut investir dans des nouveaux tuyaux et investir dans des tuyaux pour le nouveau gaz, le gaz vert. Donc cette masse de dépenses, elle augmente un peu, pas énormément, mais un peu. Simplement, il faut qu'elles se répartissent sur moins de consommateurs et moins de consommation. Le nombre de consommateurs a baissé, le volume de consommation a baissé. Donc si vous répartissez ça fait plus par consommateur. Voilà, ça fait un petit peu plus par consommateur. Mais ce n'est pas une punition. Alors là, c'est formidable. Parce que la journaliste lui pose la question, effectivement, attendez, on est moins de consommateurs et on va dépenser plus. Non, c'est pas ça, vous avez fait un raccourci. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Emmanuelle Wargon, présidente de la commission de régulation d'énergie. Comprenez, ça coûte cher, là, ça coûte, les entretiens de tuyaux, il faut en faire d'autres pour le gaz vert, etc. Il y a des dépenses, et l'inflation, les salaires, donc ça augmente. Ça n'a pas augmenté, non, mais ça augmente. Bien. Première chose, augmente. Donc, le problème, c'est que ça se répartit sur moins de consommateurs. Et oui, les Français consomment moins, il y a moins de Français qui consomment du gaz. Donc, évidemment, ça augmente. Donc, elle a dit très exactement la même chose, mais enrobée. Voyez, qu'en termes galants, ces choses-là ne sont pas dites. Intéressant, vous voyez, c'est comme ça. Ça s'appelle de la communication. Avant, ça s'appelait de la propagande, mais c'est pas un bon terme. Donc, communiquons, là, on est bon. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Soucha, Lomambo, ça va, oui, c'est très bien. Mais alors, vous voyez, c'est intéressant parce que là, on ne parle pas d'attentats, on ne parle pas de massacres, on ne parle pas de tout cela. On parle de quelque chose qui est totalement, je dirais, symbolique de ce qui se passe dans notre cher et doux pays. Le juge des libertés et de la détention de Lille a remis en liberté ce samedi 7 clandestins, dont des OQTF, visés par une mesure d'éloignement. Le motif, ils n'ont plus accès au téléphone du centre de rétention détérioré par les occupants du centre. Voilà, c'était samedi, donc le juge a dit, allez, on remet en liberté 7 étrangers en situation irrégulière, 4 Algériens, un Soudanais, Marocain et un Géorgien, visés par une mesure d'éloignement du préfet. Voilà. Alors, pourquoi ? C'est très simple. Le juge a estimé, vous savez que c'est le juge qui décide de les garder en détention ou pas après leur placement, a estimé que le placement des 7 individus
contrevenait aux droits fondamentaux des étrangers prévus par le Code de l'entrée et du séjour, car ils ne pouvaient pas communiquer librement avec les personnes de leur choix. Voilà. Le droit prévoit en effet que les étrangers placés en rétention administrative doivent disposer d'au moins un téléphone en libre accès pour 50 retenus. Or, plusieurs des cabines téléphoniques du CRA, centre de rétention administrative de l'Île-Lesquin, avaient été détériorées. Alors effectivement, simplement, il avait été détérioré. Simplement, on l'a dit, et les responsables du CRA, un technicien des télécoms devait venir le 8 février pour remplacer les cabines téléphoniques défectueuses, mais voilà, non, on n'avait pas à attendre. D'autres ont eu des portables, non, on n'avait pas à attendre. Il dit, il n'est pas établi, dit le juge, que depuis ce témoignage, les téléphones ont été réparés. Donc, comme il y a 48 heures ou un peu plus de retard, eh bien, voilà, on les libère. C'est-à-dire que la libération ou non d'un certain nombre de clandestins d'OQTF ou de situations régulières dépend effectivement de la bonne santé des téléphones. Est-ce que ces téléphones, et pas tous, étaient détériorés? Mais voilà. Alors, le préfet a fait appel, on verra ce qui va se passer, mais c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui motive ce qui se passe dans notre cher et doux pays entre le moment où on les garde en centre de rétention, pour les libérer après, s'il y a à les libérer, le problème n'est pas là. Mais voilà, un téléphone, oui, vous comprenez, un téléphone détérioré, ça ne va plus du tout, même si on le répare au bout de 24 heures ou 48 heures. Voilà, ça s'appelle la France, on est en 2024 et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme disait Pangloss chez un certain Voltaire. On marque une courte pause dans Berkov dans tous ses états. On se retrouve après les infos de 13h. On va parler de Julian Assange et puis on parlera de politique dans le face-à-face, vous l'entendrez. Et je sais que ça va vous faire réagir. 0826 300 300 pour poser toutes vos questions à Gaël Brustier qui sera notre invité. À tout de suite sur Sud Radio. Historique, culturelle, gastronomique, dynamique, innovante, étudiante, économique, cosmopolite, créative. Depuis le sommet de Fourvière, Sud Radio rayonne désormais à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et en février prochain, on saura si la Cour de Londres, la Haute Cour de Londres, va laisser et autoriser l'extradition du plus grand lanceur d'alerte, du plus célèbre des lanceurs d'alerte, Julian Assange, aux États-Unis, où il serait condamné à 175 ans de prison. Oui, 175 ans de prison. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et libérer, délivrer, c'est bien dans les fables, c'est bien dans les fabliaux. Mais comment c'est effectivement dans la vraie vie? Eh bien, dans la vraie vie, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, qui est âgé de 52 ans, qui a passé 7 ans dans l'ambassade équatorienne à Londres, parce que sinon il aurait été extradé, il était réfugié là, avant d'être expulsé et emprisonné depuis 2019 dans une prison de la banlieue de Londres, prison de haute sécurité, pour avoir enfreint les conditions de sa libération sous caution, paraît-il. Voilà, et il va être effectivement jugé, c'est le jugement presque de la dernière chance, pour empêcher son extradition vers les États-Unis. Victor Dédage, bonjour. Bonjour, Monsieur Berkov. Bonjour, vous êtes cofondateur du comité de soutien français de Julian Assange. C'est vraiment le jugement de la dernière chance, à votre avis? En tout cas, c'est annoncé comme tel parce que les juges vont en fait décider si Julian Assange aura le droit de faire appel. Puisque jusqu'à présent, on lui a refusé le droit de faire appel. Donc il ne s'agit pas d'un procès d'appel. En fait, après ces journées, on ne sait pas exactement quand est-ce que les juges vont se prononcer. Est-ce que c'est le jour même? Est-ce que c'est dans 8 mois? Est-ce que c'est dans 3 mois? Ah, on ne sait pas, oui. Non, apparemment c'est impossible de savoir. Et selon la décision, évidemment, soit c'est refusé. À ce moment-là, il ne reste qu'à Julian Assange que le recours à la Cour européenne des droits de l'homme, qui est la dernière instance en l'occurrence. Oui. Mais là aussi, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Est-ce que la Grande-Bretagne va se sentir tenue
prépare les décisions. Est-ce qu'elle va même suspendre la procédure dans le cadre du Brexit? Il a déjà été discuté de quitter la Cour des droits de l'homme, donc on ne sait pas trop quelle sera la réaction. Évidemment, si l'appel est accepté, à ce moment-là, ça repousse d'autant l'affaire. Beaucoup de nous pensons qu'en fait, ils vont tout faire pour reporter une décision finale après les élections présidentielles pour des raisons stratégiques. Pour les élections présidentielles américaines, vous voulez dire? Oui, bien sûr. Oui, effectivement, Et pour le moment, il est en prison, il est toujours en prison. Il était en prison depuis 4-5 ans, maintenant en préventif, dans une prison de haute sécurité, en isolement, ce qui est un cas unique en Europe occidentale, unique dans la situation présente et unique aussi dans l'histoire de l'Occident. On n'a jamais vu un journaliste dans une prison de haute sécurité en préventif. Je voudrais corriger une toute petite chose. Dans votre introduction, vous appelez Julian Assange, vous l'avez appelé un lanceur d'alerte. C'est une erreur communément admise. Julian Assange n'est pas un lanceur d'alerte, c'est un journaliste. Il est membre du syndicat de journalistes australiens, il est membre honoraire de 18 syndicats journalistes, il est défendu par la quasi-totalité des syndicats de journalistes, par la Fédération internationale de journalistes. Et Victor Dédage, moi je voulais vous dire que lanceur d'alerte, c'est aussi important que journaliste. Moi je ne fais pas de hiérarchie des titres, et je crois que le fait que ce qu'a fait, effectivement, vous avez tout à fait raison de le rappeler, mais ce qu'a fait Julian Assange dans le cas de Wikileaks et toutes ces révélations, je crois que c'est ça le plus important. Effectivement, il a fait un métier de journaliste, on est bien d'accord. Et vous, alors, aujourd'hui, il est dans quel état, de santé Pendant longtemps, les bulletins de santé étaient relativement catastrophiques. Rappelons que lors de certaines audiences, il était si mal en point qu'il ne se souvenait ou avait du mal à se souvenir de sa date de naissance et de son nom. Que lors d'une autre audience, il a fait une mini-attaque vasculaire cérébrale en direct, sans que ça soulève les sourcils des juges. Là, apparemment, les dernières personnes qui l'ont visité, notamment Cédric Villani, qui a été le voir récemment, et même le journaliste américain ultra connu Tucker Carlson, semble indiquer qu'il est en meilleure santé. Alors, ce qui fait dire à certains qu'ils sont en train de le rabibocher pour pouvoir l'extrader tranquillement sans qu'il donne des signes trop... Alors, juste un mot encore, Victor Dédage. Écoutez, on va évidemment suivre cela et espérons que quelque chose se passe enfin dans le bon sens et dans l'espoir. ITAC que vous allez présenter à l'Assemblée nationale mercredi soir. Est-ce que, je veux dire, il y a cette projection-là. ITAC est donc un peu le récit de ce qui s'est passé, c'est ça? Ithaca est un documentaire qui a été tourné sur 2 ans par Ben Lawrence, qui est un cinéaste australien, qui est un peu un documentaire cinéma-vérité, si vous voulez, caméra sur l'épaule, qui a suivi le combat de la famille de Julian Assange. C'est un angle qui est différent de celui de Hacking Justice. D'accord. Le personnage principal, on pourrait dire que c'est le père de Julian Assange, mais je dirais plutôt que c'est le fil conducteur de ce récit qui permet de voir ce qui se passe concrètement sur le terrain. Et ce documentaire a eu comme particularité, qui est sorti en 2021, de retourner littéralement l'opinion publique australienne. Il a été diffusé en Australie il est sorti juste avant la campagne électorale, et ce qui a poussé les politiciens australiens à prendre position, et d'un seul coup on a réalisé, on s'est rendu compte, si vous voulez, qu'après une chape de silence, que les Australiens étaient plutôt favorables à la libération de Julian Assange, et que l'opinion publique, selon les sondages maintenant, sont à 80% en sa faveur, ce qui fait que la pression est forte. C'est un film qui a fait vraiment... Et il est projeté en France? Il est projeté en France? Il a été projeté par l'Espace Saint-Michel, qui a été précurseur aussi dans la projection de Hacking Justice. Il y a quelques séances qui sont en train d'être programmées. Ça commence tout doucement. Il vient d'être traduit et diffusé par les butins de Pangée, comme Hacking Justice. On peut de toute façon le voir sur le site, le télécharger en VOD sur le site Cinémutin avec un S.org ou lesmutins. Cinémutin, c'est ça? Oui, c'est ça. On peut le télécharger. Cinémutin.org, avec mutin au pluriel. Au pluriel, exactement. Donc on peut le voir, il est en VO sous-titré. Et c'est un film qui donne vraiment un aperçu, qui apprend des choses. C'est pas simplement voici la vie de la femme et de le père de Julian Assange. Il y a des informations ultra précises qui sont indiquées. Ça donne surtout un aperçu des conditions de combat d'une famille contre tout le monde, contre le département de justice américain, contre le Pentagone, contre le gouvernement, même contre l'institution judiciaire britannique, En tout cas, c'est vraiment important que ces combats soient menés. Est-ce que je peux signaler la sortie d'un livre très récent qui vaut la peine? Ça a été écrit par Stefania Maurizi, qui est une journaliste italienne qui travaillait pour La Repubblica,
qui suit l'affaire, qui a suivi l'affaire, qui a fait partie de l'équipe de Wikileaks, pour ainsi dire, depuis le début. D'accord. Elle vient de sortir un livre qui s'appelle L'affaire Wikileaks, qui est sorti en janvier 2024 aux éditions Agone. Audition Agone, c'est ça, oui. L'édition Ok. Agone, A-G-O-N-E. D'accord, oui, je connais. Évidemment, Oui. voilà. Et elle raconte, ça se lit comme un roman policier. J'ai lu que personnellement que le premier chapitre, mais ceux qui l'ont lu... Mais de toute façon, Victor Dédage, toute l'histoire se lit comme un roman policier. Exactement. Et c'est le drame effectivement, quand le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté comme chantait Guy Béard. Merci, Victor Dédage. Non, vous pouvez pas, là, malheureusement, on en a parlé. Je sais que vous pouvez parler pendant 1 heure et beaucoup de choses à dire, mais non, en tout cas, je vous remercie, là. Je crois qu'on a fait passer le message. Et c'est le plus important.